Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de French Retro et Vintage, le podcast consacré aux univers rétro et vintage. Je suis Angie, votre présentatrice, et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier hors-série du podcast. En effet, cette année, j'ai décidé de vous proposer de temps à autre des podcasts hors-série, de façon irrégulière, qui apparaîtront entre les épisodes classiques de ce show. C'est une décision que j'ai prise en réalisant que certains sujets que je souhaitais aborder étaient bien trop riches pour tenir dans un segment de quelques minutes. Et pour inaugurer ce premier hors-série, j'ai choisi de me pencher sur une série télévisée britannique très appréciée par beaucoup, dont je fais partie, Peaky Blinders. Que raconte la série? De quoi s'inspire-t-elle? Quelles en sont les grandes thématiques? C'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant de commencer, deux petites précisions s'imposent. Premièrement, je n'ai pas la prétention de vous proposer dans cet épisode une présentation exhaustive de la série, puisqu'il me faudrait bien plus de temps, donc s'il y a des éléments dont je ne parle pas, je vous prie de m'en excuser. J'ai également pris la décision de ne pas m'attarder trop longtemps sur le contenu des épisodes de la série, afin de ne pas spoiler celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. L'objectif de ce podcast hors série, c'est également de proposer une présentation de la série aux personnes qui ne la connaissent pas, afin de peut-être leur donner envie de la regarder. Et second point, pour préparer ce podcast, j'ai utilisé en source principale, avec bien sûr Internet, un livre passionnant qui est sorti il y a quelques mois. Il s'agit de By Order of the Peaky Blinders, un livre officiel qui présente en détail l'histoire de la série, de sa conception par Steven Knight jusqu'à son tournage. Je vais beaucoup me référer à ce livre pendant cet épisode et je vous en recommande la lecture si vous êtes fan de la série. Et maintenant, sans plus attendre, je vous propose de nous pencher sur l'univers de la famille Shelby. Peaky Blinders, de quoi ça parle? Commençons ce podcast par un point qui me paraît essentiel, l'histoire de Peaky Blinders. De quoi parle cette série qui compte actuellement 5 saisons et dont la 6e est actuellement en tournage? L'intrigue se déroule à Birmingham au lendemain de la Première Guerre mondiale. En effet, le premier épisode commence en 1919. Birmingham est à l'époque une ville ouvrière et dans le quartier de Small Heath, la pauvreté est prégnante. C'est là que s'est établi le gang des Peaky Blinders mené par la famille Shelby. Dans cette famille, on retrouve la tante Polly Gray, au passé douloureux et qui, après avoir pris la tête des affaires en l'absence des hommes pendant la guerre, doit faire face à leur retour pour le moins compliqué. On y retrouve aussi une fratrie dont les membres les plus importants sont les frères Arthur, la tête brûlée, Thomas alias Tommy, la tête pensante, et John, qui sert d'homme de main. Et enfin, il y a Ada, la sœur, qui n'est pas en reste en termes de caractère. La série suit l'évolution à travers les années de cette famille, l'évolution de leurs liens bien entendu, de leurs affaires et leur évolution également sociale. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents épisodes car l'objectif de ce numéro est aussi de donner envie à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore de peut-être la regarder à leur tour. Mais je vais tout de même aborder quelques grands thèmes majeurs dans la série par la suite. Avant cela, je tenais à parler un peu de la conception de la série, de son tournage et de son casting. Derrière Peaky Blinders se cache Steven Knight, la soixantaine, un scénariste et réalisateur britannique connu pour son travail tant à la télévision qu'au cinéma. Il est issu d'une famille qui a bien connu Birmingham et l'idée des Peaky Blinders lui est venue il y a plus d'une vingtaine d'années, nourrie par les histoires que lui racontait sa famille sur ce gang qui a réellement existé et qui bidouillait les courses de chevaux, faisait la loi dans la rue, le tout dans des vêtements particulièrement élégants. Mais le projet restera plusieurs années dans les cartons avant d'être relancé par la production en 2011 avec notamment la productrice Karine Mendabar dont le travail sur de nombreuses séries américaines très célèbres lui a donné un solide bagage pour s'attaquer à ce gros morceau. Dès sa première saison, Peaky Blinders brille par son casting soigné. On retrouve notamment Cillian Murphy, la tête de proue de la série, un acteur d'origine irlandaise qui tourne depuis plusieurs années dans des projets renommés comme les Batman de Nolan ou encore le célèbre Inception du même réalisateur. Lui, qui était jusqu'alors un habitué du grand écran, se retrouve à la télévision pour incarner Tommy Shelby, un rôle qu'il a pris très à cœur, notamment en travaillant son accent. Paul Anderson et Joe Cole complètent le trio principal de la fratrie, interprétant respectivement Arthur et John. Petite anecdote pour ceux qui connaissent le personnage de Michael qui fait une apparition un petit peu plus tard dans la série, il s'agit du frère de Joe Cole, Finn Cole, qui joue ce personnage et qui prendra avec les saisons un rôle de plus en plus important. La tante Polly est interprétée par Ellen McCrory, une actrice à la belle carrière cinématographique et télévisuelle. Sam Neill, qui est un acteur très connu et que l'on a pu voir par exemple dans The Tudors, joue ici le chef inspecteur Campbell qui cherche à coincer les Shelby dans la première saison. D'autres acteurs très célèbres feront leur apparition dans la série, un témoignage de sa popularité tant chez le public que chez les acteurs. On retrouvera par exemple Tom Brady qui jouera Alfie Solomons, Noah Tyler en Darby Sabini, Adrian Brody ou encore Sam Claflin. Les femmes ne sont pas en reste avec Annabelle Wallis dans le rôle de Grace, le love interest au double jeu de Tommy, ou encore Sophie Rundle qui joue le personnage de Ada. Avec 6 épisodes d'1 heure par saison, tous diffusés sur la BBC mais également disponibles sur Netflix, le travail est conséquent.
Le tournage, qui se passe en partie dans plusieurs villes du nord de l'Angleterre ou même dans des musées, comme le célèbre Black Country Museum de Dudley, s'appuie sur le travail de fond des équipes de décoration, costumiers et bien sûr scénaristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les Shelby sont une famille qui n'a pas véritablement existé, de nombreux personnages qui font leur apparition dans la série sont bel et bien réels. On retrouve par exemple un fameux Sabini, qui étaient des personnages qui ont réellement existé dans le Birmingham du début du XXe siècle. Un autre personnage de la saison 1, Billy Kimber, était un réel gangster du début du XXe siècle. Il a donc fallu faire beaucoup de recherches et s'inspirer des histoires dont celles que Stephen Knight connaissait de sa famille pour écrire les scénarios. Au passage, vous vous demandez peut-être ce que signifie le terme de Peaky Blinders. Apparemment, l'origine de ce nom est assez contestée, c'est ce que j'ai pu lire dans le livre By Order of the Peaky Blinders, que je mentionnais un peu plus tôt, mais il s'agirait tout simplement d'une référence aux fameuses lames de rasoir coincées dans les casquettes des fameux gangsters. Ces lames de rasoir sont elles-mêmes aussi contestées, puisque certaines personnes disent qu'il n'y a jamais eu de telles choses, tandis que d'autres affirment avoir vu de leurs propres yeux ces fameuses casquettes avec des lames cachées. À travers les saisons, l'époque évolue et il faut donc s'adapter à ces changements de décor, par exemple, tout en gardant une continuité dans la personnalité de la famille Shelby. Le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, By Order of the Peaky Blinders, parle bien du travail réalisé. J'ai notamment appris que certains des portraits des personnages avaient été réalisés par un peintre missionné spécialement pour le tournage et qui avait fait des recherches sur les portraits et techniques de l'époque. Je vous parlerai plus loin de la mode dans Peaky Blinders, mais l'équipe chargée des costumes parle également de son utilisation de vrais vêtements vintage pour habiller notamment les héroïnes de la série. Maintenant que vous voyez un petit peu de quoi parle Peaky Blinders, je vous propose de nous pencher sur les grands thèmes de cette série et sur ce qui en fait sa popularité. Tout d'abord, si vous avez déjà vu un épisode de Peaky Blinders, il y a peut-être quelque chose qui vous aura surpris lors du visionnage. C'est ce savant mélange de moderne et d'ancien. L'histoire, comme je vous l'ai dit, se passe au début du XXe siècle, juste après la Première Guerre mondiale, dans une ville très ouvrière et plutôt pauvre. Mais ce qui détonne, c'est la musique extrêmement moderne qui est mise sur la série. Un large pan du livre By Order of the Peaky Blinders parle de la musique dans cette série, et si vous allez sur internet, vous trouverez de nombreuses playlists qui reprennent les chansons interprétées dans la série. On retrouve par exemple Nick Cage qui interprète la chanson Red Right Hand, qui a été reprise énormément pour la série et qui est presque considéré comme le générique de la série, mais également d'autres artistes plus modernes comme David Bowie, The Raconteurs, The White Stripes, Arctic Monkeys et beaucoup d'autres. Dans le livre que je vous ai déjà cité plus d'une fois, le choix de la musique est expliqué ainsi. Plutôt que d'utiliser des musiques d'époque, les réalisateurs ont choisi d'utiliser des musiques qui ressemblaient vraiment à ce que les personnages pouvaient ressentir lors des différents moments de la série qui sont filmés. Et ce qui est très intéressant, c'est que de nombreux artistes souhaitent avoir leurs chansons qui sont utilisées pour Peaky Blinders. Un exemple de ça, c'est David Bowie qui, peu de temps avant sa mort, avait demandé à ce que des morceaux de son album Lazarus soient par exemple utilisés dans la série. Il avait également rencontré Cillian Murphy et lui avait dit à quel point il adorait la série et le personnage de Thomas Shelby. Au-delà de la musique, qui peut paraître être un élément anecdotique mais qui est en réalité extrêmement important dans Peaky Blinders, on retrouve dans cette série de nombreux thèmes très importants. On peut citer bien sûr le thème de la famille qui est excessivement important dans Peaky Blinders, mais qui fait écho à d'autres films un petit peu sur la mafia ou les gangs, comme par exemple Le Parrain ou Les Sopranos. La famille est un élément complexe de Peaky Blinders et qui joue énormément dans l'intrigue. Même si la fratrie est très proche, il y a quand même des différences entre les frères qui font que parfois les choses vont plutôt au clash. La tante Polly, qui avait l'habitude d'avoir les affaires en main, se retrouve confrontée à la force masculine au lendemain de la guerre. L'arrivée de Michael, son fils, à partir de la saison 2, va également jouer un rôle très important dans la série, puisque ce personnage va de plus en plus prendre de l'ampleur dans les saisons qui suivent et vouloir un petit peu imposer une version moderne dans les affaires, ce qui ne plaît pas forcément aux autres frères. Je pense qu'on pourrait faire tout un épisode sur le rôle des femmes dans Peaky Blinders, mais il est intéressant de noter qu'elles sont vraiment mises sur le même plan que les hommes dans cette série. D'autres thématiques sont très importantes dans la série. Il y a par exemple dans la première saison le thème du post-trauma de la guerre qui est abordé avec certains personnages qui souffrent très profondément des séquelles de la Première Guerre mondiale au niveau psychologique. Le thème de la classe sociale est également très très important dans la série et ce dès la première saison avec l'apparition de la mouvance communiste. C'est une thématique que j'ai trouvée très importante puisque non seulement elle va prendre de l'ampleur avec les saisons, mais elle va également faire un parallèle avec la volonté de la famille de se légitimer au niveau de ses affaires. C'est une thématique qu'on retrouve dans de nombreux autres films et séries qui parlent un petit peu d'affaires criminelles familiales, comme par exemple Le Parrain, dans lequel Michael Corleone cherche à tout prix à légitimer les affaires de la famille. Mais on le retrouve ici vraiment en parallèle de cette mouvance politique qui devient de plus en plus importante. La politique est un thème très important de Peaky Blinders, surtout dans les dernières saisons. Je ne vais pas vraiment rentrer trop dans le détail parce que je vous spoilerai certains éléments d'intrigue, mais ce qu'il se passe dans la dernière saison avec le personnage interprété par Sam Claflin est particulièrement intéressant et laisse présager
d'une suite qui pourrait peut-être aborder notamment les nazis au Royaume-Uni. Dernier thème que je voulais aborder brièvement dans Peaky Blinders, c'est celui de la religion et de la superstition. On retrouve un personnage qui est un personnage secondaire mais qui revient de façon assez récurrente dans la série, celui d'un pasteur noir qui est inspiré d'un véritable pasteur du début du XXe siècle à Birmingham. La religion est assez peu représentée dans Peaky Blinders, c'est plutôt la superstition qui est mise en avant avec des personnages qui sont par exemple capables d'interpréter les rêves ou qui ont un petit côté, on va dire, sur le superstitieux, le mystique, etc. C'est le cas du personnage de Polly Gray qui est capable par exemple un petit peu de lire dans les tasses de thé, ce genre de choses. Et ça vient du fait que la famille Shelby descend d'une famille de gypsies, de tziganes, qui est un élément qui est souvent abordé dans la série avec des personnages qui sont dans cette communauté-là, en particulier dans la première saison. Et c'est un élément que je trouvais très intéressant de mentionner. D'ailleurs, un point de controverse que j'ai pu voir sur Peaky Blinders, c'est le fait que l'accent, ou plutôt la langue utilisée par les personnages tziganes ou gypsies de la série, n'est pas la véritable langue qui est utilisée par les vrais tziganes et gypsies. Et c'est un petit peu un point que j'ai vu comme étant critiqué par des fans ou des personnes qui se sont intéressées à la série. Il est vrai qu'il est mentionné plusieurs fois dans le livre ou même sur des sites internet ou des interviews des acteurs qu'ils ont travaillé leur accent de Birmingham avec d'autres acteurs ou en regardant des interviews, des vidéos, etc. Mais par contre, je n'ai pas vu effectivement de mention comme quoi les scénaristes ou l'équipe de production aurait fait appel à des spécialistes de cette langue pour pouvoir avoir un accent aussi proche du réel ou une langue aussi proche du réel dans la série. Alors bien entendu, j'aurais aimé pouvoir vous présenter en plus de détails les différents thèmes abordés dans la série, mais ça aurait été un petit peu compliqué et surtout très long. Comme je l'ai dit, le but de cet épisode est de vraiment faire une introduction à Peaky Blinders. Mais pour terminer, je voulais vraiment m'attarder sur un point qui est un petit peu en lien avec ce que je fais habituellement dans le podcast, la mode dans Peaky Blinders. En effet, je pense que même sans connaître cette série, vous avez déjà vu des photos des looks et vous aurez peut-être pu constater que certains éléments phares des tenues des personnages sont devenus particulièrement à la mode ces dernières années. Je pense que c'est une popularité qui va de pair avec la mode de plus en plus globale du vintage et du rétro qui se développe depuis quelques temps. Il n'est pas difficile de tomber, en faisant des recherches sur internet, sur des sites qui vous proposent d'avoir un look inspiré de Peaky Blinders ou des vidéos qui vous donnent les meilleurs conseils pour ressembler à un personnage de la série. C'est un look qui devient de plus en plus populaire, tant pour les hommes que pour les femmes, mais particulièrement pour les hommes, ce que j'ai trouvé très intéressant. En effet, quand on s'empoche un petit peu sur la mode rétro, notamment sur Instagram, on trouve beaucoup, chez les femmes, des tenues inspirées, on va dire, des années 40 à 60 et un peu moins des années 20 puisque ce sont des modes qui sont un petit peu plus difficiles à reproduire. Mais les hommes sont beaucoup plus inspirés par l'époque de Peaky Blinders. Dans les éléments phares du look Peaky Blinders, on retrouve la fameuse coupe de cheveux Peaky Blinders. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, je vous conseille d'aller jeter un œil sur internet. Mais pour résumer ça, c'est tout simplement les côtés du crâne rasé et le haut du crâne où il y a encore des cheveux qui sont en général un peu plus longs. Cette coiffure, d'après ce que j'ai compris en lisant le livre, mais également en faisant des recherches sur Internet, est tout simplement inspirée de la vraie coiffure que les hommes se faisaient pendant la guerre. En effet, pour éviter de se retrouver avec des poux, des tiques ou d'autres choses qu'il y avait dans les tranchées, les hommes se rasaient les côtés du crâne de façon à limiter les dégâts, mais par contre, un petit peu par fierté, ils voulaient tout de même garder une partie de leurs cheveux pour ne pas être complètement rasés à blanc. Cette coiffure, comme il est également mentionné dans le livre, a été gardée par pas mal d'hommes qui sont revenus de la guerre lorsqu'ils sont rentrés au pays, tout simplement parce qu'ils avaient pris l'habitude de cette coiffure et parce que ça leur permettait d'avoir un côté pratique dans le sens où c'était plus simple pour eux de garder cette coupe de cheveux-là que d'avoir un entretien plus régulier avec. Ce qui est très rigolo, c'est qu'on voit que cette coiffure se popularise de plus en plus chez les jeunes aujourd'hui, mais paradoxalement, lorsque les acteurs ont dû se faire couper les cheveux pour la première fois, ils étaient vraiment très très mal et ont très mal vécu les premières semaines avec la fameuse coupe Peaky Blinder. Cillian Murphy lui-même le dit, il ne s'habituera jamais vraiment à cette coupe de cheveux, mais maintenant il s'y fait et il sait que c'est pour les besoins du tournage et il trouve ça assez rigolo que des gens le fassent d'eux-mêmes dans la rue maintenant, sans forcément avoir un besoin de tournage pour le faire. Une chose qui pourrait paraître un petit peu paradoxale en regardant Peaky Blinders, c'est le contraste entre la forte pauvreté qui est très montrée dans les premiers épisodes de la saison 1 par exemple, et le côté très élégant des personnages qui portent vraiment des costumes qui ont l'air taillés sur mesure et des beaux vêtements avec des beaux bijoux, etc. Stephen Knight l'explique. Les hommes de Birmingham, et plus particulièrement les bandits de Birmingham, investissaient vraiment leur argent dans des tenues qui étaient aussi élaborées et aussi à la mode que possible. Plutôt que de mettre de l'argent dans de la vaisselle, dans des beaux meubles ou dans d'autres choses, ils préféraient vraiment
miser sur leur look et leur apparence pour se donner un air de respectabilité et surtout pour en jeter par rapport aux autres bandits. C'est donc un élément qu'ils ont absolument voulu garder dans la conception de Peaky Blinders. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que malgré le fait que dès les premiers épisodes, les personnages soient très bien habillés, on constate tout de même une évolution de leur look qui va évidemment de pair avec l'évolution temporelle de la série, mais également l'évolution dans le statut social des personnages. Un bon exemple de cette évolution de look se retrouve dans le personnage de Polly, qui au début de la série a les cheveux plutôt assez longs comme il était convenable de le faire pour les femmes de l'époque, mais qui petit à petit, avec l'arrivée des années 20, se retrouve avec des cheveux de plus en plus courts. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que par rapport à d'autres séries qui prennent un petit peu ce qu'on appelle en anglais les tropes d'une période en prenant par exemple la fameuse robe à franges ou le porte-cigare, etc., des choses qui sont un petit peu clichés, il y a eu un vrai travail pour proposer des choses qui soient aussi vraies par rapport à ce qui était porté à l'époque. J'ai vu que l'équipe de costumiers avait notamment passé beaucoup de temps pour dénicher des vêtements vintage qui datent vraiment des périodes de la période années 20, fin années 10, début années 20, pour pouvoir habiller les personnages et plus particulièrement les personnages féminins afin de coller le plus possible à la réalité. Cela demande du coup un entretien très particulier puisque nombre des pièces sont très abîmées ou ont besoin d'un entretien vraiment particulier et j'ai trouvé vraiment important et intéressant qu'ils prennent autant soin de coller aussi près à la réalité. En tout cas, je pense que le fait que la mode des années 20-30 devienne de plus en plus populaire, notamment sur Instagram, quand on se penche un petit peu sur les vintage blogueurs, vient en partie de Peaky Blinders et bien sûr de l'arrivée de cette nouvelle décennie, et je trouvais ça intéressant d'en parler dans ce podcast. Et voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode, j'espère que ce système de hors-série vous plaît. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire comme toujours, et pourquoi pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, que ce soit lors d'épisodes classiques ou dans de futurs hors-séries, n'hésitez pas à me les partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur peculiarshelby ou par mail sur retrovintagefrench@gmail.com. À très vite et prenez soin de vous.